Alors, pour continuer notre histoire de la lignée des hommes, enfin du genre humain, dans une vidéo précédente où j'étais parti vraiment des origines de la lignée Homo, je fais le choix de présenter Homo heidelbergensis comme, si j'ose dire, l'ancêtre commun entre deux branches qui allaient être d'un côté Homo neanderthalensis et de l'autre côté Homo sapiens. Alors on va rentrer un petit peu dans les détails pour voir la suite, quoi. D'accord? Voilà. Hein, en gros, vers 0,4, 0,3 millions d'années, c'est-à-dire 300 000 ou 400 000 ans. Alors, voilà. Voilà nos deux interlocuteurs. Bon, bien sûr, hein, c'est une simulation, soit un logiciel de 3D. Alors, on peut observer les crânes que j'ai essayé de remodeler au mieux. Bon, c'est pas très précis, mais ça donne quand même quelques idées des différences de ces deux, entre guillemets, frères. On va voir après comment on arrive là. Mais en gros, si vous voulez quand même, sachez que au niveau volume cérébral, Néandertal a un grand cerveau, plus grand que le nôtre. Bon, peu importe les valeurs. Par contre, au niveau de la forme du visage, on a des différences. Vous voyez, par exemple, bon, pour vous donner quelques éléments de comparaison que vous pouvez constater géométriquement, voilà, les arcades sourcilières sont très fortes ici, alors qu'elles sont moins fortes ici. Les dents ont tendance, vous voyez, la face a tendance à avancer. On dit qu'il est un peu prognate, en forme de museau. Les pommettes sont un peu plus saillantes peut-être, voilà, et aussi la cavité crânienne là à l'arrière, vous voyez qu'elle elle s'allonge vers l'arrière alors qu'elle est un peu plus plate chez l'homme. On appelle ça le chignon chez le néandertalien. La partie en chignon à l'arrière est un peu plus grande. Donc vous voyez ces différences. Bon, il y en a bien d'autres hein, sur le corps et ainsi de suite. Alors qu'est-ce qui semble s'être passé? Alors il semble s'être passé que Heidelbergensis était en quelque sorte l'héritier, si vous revenez en arrière, d'un départ d'Afrique, d'Homo ergaster, qui est sorti d'Afrique par différentes directions. Hein. Je vous demande de vous reporter à la dernière vidéo pour voir un petit peu ce qu'on a pu retracer. Et Homo ergaster va donner Homo heidelbergensis dans l'hypothèse que j'ai choisie. Il y en a d'autres. Hein. Si vous regardez des exposés qui ont été faits par les grands anthropologues, dont je donnerai les références à la fin, par exemple du musée de l'homme à Paris, on les trouve très facilement sur Internet, eh bien vous verrez qu'il y a plusieurs hypothèses et que tout le monde n'est pas d'accord sur ce point commun qui est Heidelbergensis. Enfin, nous, on va considérer qu'en gros, Heidelbergensis remplace dans l'évolution Homo ergaster au départ d'Afrique, et il y en a une partie qui va aller du côté de l'Europe, et de l'Europe, de l'Eurasie, et une partie qui va rester en Afrique. Alors, disons que pour être un peu schématique, Heidelbergensis restant du côté africain, proche oriental et ainsi de suite, va donner les Homo sapiens, et les Heidelbergensis qui vont rentrer dans l'Europe de l'Ouest, en particulier en France, en Espagne, enfin en gros toute l'Europe de l'Ouest, eh bien, vont donner la lignée néandertalienne. Alors, il y a des différences morphologiques qu'on pourrait expliquer, par exemple, par les différences de climat. Si on observe le climat
qu'ont à supporter les Néandertaliens donc en Europe de l'Ouest, hein, eh bien, on va se rendre compte que c'est un climat, je vous avais déjà parlé des époques glaciaires, eh bien on est en époque glaciaire, donc un climat froid, rigoureux, avec des périodes vraiment très froides. Et par contre, pour le Proche-Orient et l'Afrique, le climat est plus clément, plus tempéré, et ainsi de suite. Alors, bon, les anthropologues ont remarqué une chose extraordinaire, c'est que la corpulence humaine évolue d'une manière différente selon le climat extérieur. En effet, si on regarde actuellement la corpulence d'un Esquimau par rapport à la corpulence, par exemple, d'un Maasai ou d'un Africain, le Maasai, parce que bon, c'est très spectaculaire. Il y en a un, le Maasai, qui est longiligne, très grand, longiligne, très maigre, assez impressionnant de taille, hein, je crois qu'ils arrivent à presque 2 mètres. Et de l'autre côté, vous avez un homme qui est très trapu, très fort, mais assez petit. Alors, quelles sont les explications que l'on a? Eh bien, on a tout simplement des explications face à la température. Les évolutions se font pas de la même manière. N'oubliez pas que si on regarde le passage de Homo heidelbergensis à Sapiens et à Néandertalensis, ça se fait sur des milliers d'années. Et donc sur des milliers d'années, vous avez automatiquement, comme j'ai essayé de vous l'expliquer, au niveau de la reproduction, des mutations qui sont sélectives par l'environnement. C'est-à-dire que si vous êtes en milieu froid, seulement certains caractères vont être plus propices à l'adaptation, tandis que si vous êtes dans un milieu un peu plus chaud, au contraire, d'autres caractères vont être plus propices, hein. Par exemple, la forme allongée et la forme longiligne, pour être dans les pays chauds, est beaucoup plus adaptée, tandis que la forme trapue est beaucoup plus adaptée pour les pays froids. Donc, vous voyez, les caractères morphologiques sont en adaptation avec le climat. Et il y a d'autres phénomènes, et j'aimerais insister là-dessus, parce que bon, on fait souvent, il y a une certaine partie de malheureusement, de notre monde qui fait une ségrégation entre les noirs et les blancs, mais en réalité, ce sont tout simplement des adaptations à des climats différents. Par exemple, pourquoi nous, on est comme les Néandertaliens, on a tendance à avoir une peau blanche? Tout simplement parce qu'il y a moins de soleil, et donc on est obligé de capter beaucoup plus le rayonnement solaire pour synthétiser un certain nombre de choses en nous. Tandis que l'Afrique, où le soleil est très fort, on a beaucoup moins besoin, par exemple, de ces produits. On a gardé notre peau initiale, qui est la peau noire. Mais tous ceux qui étaient heidelbergensis et qui sont montés dans le nord, eh bien, ont perdu cette teinte foncée, parce que ils avaient besoin de synthétiser un certain nombre de corps à l'intérieur de leur épiderme. Voilà. Hein, faut bien comprendre ça. Il faut comprendre que tout ça, c'est une question d'adaptation. Alors maintenant, ce qu'on va voir, on va voir dans un premier temps Néandertalensis, comment bien il se propage à l'intérieur de l'Eurasie, et puis ensuite on reviendra à notre sapiens, et puis on verra son évolution. Si on regarde d'abord la branche Néandertalensis, donc qui est arrivé en Europe, bien sûr par le Proche-Orient, mais aussi, hein, on peut voir aussi ici par le Maroc, il semblerait. Enfin bon, ça c'est toujours des hypothèses, hein, parce qu'en réalité le mûrissement, enfin si j'ose dire, c'est pas le terme exact, mais les véritables Néandertals, on les retrouve ici dans cette région. Et disons que
les pré-néandertaliens qu'on appelle aussi heidelbergensis, c'est toujours l'histoire des hypothèses d'Heidelbergensis, eh bien, ils se répartissent donc sur l'Europe. Donc là, j'ai simplement figuré des petits groupes d'humains pour vous montrer que ce sont des groupes épars. C'est pas vraiment des très grands groupes, mais ils sont présents. Et si je fais marcher la vidéo pour vous montrer les différents sites, vous voyez qu'ils sont très peu nombreux, mais il y en a quand même quelques-uns. Il y en a en Espagne, en France, et puis en Italie. Donc ils se répartissent, puis aussi ils vont aller un petit peu là sur le bord en Angleterre. Parce que n'oubliez pas aussi qu'on est en période de glaciation. Donc tout ça va donner un peuplement assez important de notre Europe. Donc ils sont là, quoi. Ils sont là. Ils sont pas loin de chez nous, quoi. Je veux dire, ils sont présents dans beaucoup d'endroits. Et on va voir dans la deuxième animation que je vous propose. J'ai fait une espèce de tâche, c'est pas peut-être très jolie, mais c'est simplement pour essayer d'expliquer leur propagation dans l'espace. Donc, en gros, ici, un peuplement de l'Europe de l'Ouest, et vous allez voir que, eh bien, j'ai essayé de suivre, voilà, en gros, la propagation. Je fais rejouer plusieurs fois pour que vous voyez bien les endroits. Vous voyez que, en particulier, ces hommes se sont dirigés un peu vers le nord, sur l'Angleterre, sur l'Espagne, sur le Proche-Orient, mais aussi, vous voyez, on va au-delà, dans la Géorgie, et on va, alors là, il y a toute une chose à faire que je n'ai pas vraiment approfondie parce que je trouve que c'est un peu délicat, et peut-être pas trop le sujet de la vidéo, mais enfin j'en parle un petit peu quand même. Donc Néandertalien arrive, mais il y a aussi une variété dont j'avais parlé un petit peu avant, qui s'appelle les Denisoviens, qui eux aussi sont héritiers de cette bifurcation heidelbergensis et ainsi de suite, et qui sont déjà présents ici. Et alors, on sait tout ça parce qu'on a retrouvé dans une grotte à Denisova une petite phalange d'un être humain, et sur lequel on a pu prélever, parce que c'était un bon endroit de conservation, de l'ADN, et on a pu reconstituer la génétique, si j'ose dire, de l'individu, et il a du néandertalien, mais il est quelque chose d'à part. Donc le dénisovien apparaît comme une branche encore à part. Et puis vous voyez que il se répartit vers le sud, le Proche-Orient. Donc il y a forcément des contacts avec les sapiens qui, eux, sont restés en Afrique. D'accord ? Et qui progressivement vont gagner le Proche-Orient. Donc cette zone ici est une zone de contact. Et dernièrement, les chercheurs en paléogénétique, c'est l'étude de la génétique des anciens humains, montrent, en particulier un auteur que j'aime beaucoup parce qu'il est très clair, c'est Jean-Jacques Hublin. Il travaille à Leipzig et il communique très bien ses recherches, et il a montré qu'on avait décodé donc le génome des Néandertaliens, parce qu'on connaît assez bien les Néandertaliens, et on a montré qu'il y avait chez les sapiens, chez certains sapiens, un pourcentage. Alors chez les sapiens qui sont venus en Afrique, pas ceux qui sont restés, qui sont venus d'Afrique, pardon, et pas ceux qui sont restés en Afrique, parce que chez les Africains, on ne retrouve pas ça, mais chez nous, par exemple, on retrouve un pourcentage d'ADN néandertalien qui veut dire que les deux genres se sont croisés, quoi. C'est-à-dire qu'il y a eu reproduction féconde entre des sapiens et des néandertaliens dans cette zone.
là, ça c'est sûrement passé par là. Voilà. Hein. Donc, souvenez-vous, hein, propagation assez importante des Néandertaliens. D'accord. Pendant ce temps-là, les sapiens demeurent, hein, parce qu'on est toujours en fin de période glaciaire. Les sapiens resteront pas mal de temps dans les zones chaudes, hein, de l'Afrique et du Proche-Orient, disons. On en reparlera en détail. Et justement à cause de ces températures que les Néandertaliens, eux, supportent très bien. Hein. Alors, ce qu'il faut savoir, enfin, un dernier point sur les Néandertaliens quand même, c'est que ce sont des gens qui avaient exactement, hein, même si c'est des frères, c'est dommage parce que, comme on va le voir tout de suite, la lignée s'est éteinte. Vers 30 000 ans, les derniers qu'on a trouvés, je crois que c'est en Espagne, ici, hein, aux alentours de Gibraltar. La lignée s'éteint. On ne connaît pas les raisons. Pourtant, bon, alors certains disent que ils avaient génétiquement, ils étaient un petit peu fragiles, parce que bon, comme on l'a vu dans la petite vidéo précédente, ce sont des petits groupes, hein, qui se sont... faut pas croire que c'est une énorme population, hein, ce sont des petits groupes qui se sont installés en différents endroits et qui se reproduisaient localement. En plus, leur début est assez, si j'ose dire, quand Heidelbergensis a commencé à évoluer en pré-néandertalien, voire néandertalien, eh bien en réalité ce sont des petites enclaves, ce sont des petites enclaves assez pauvres en génétique, c'est-à-dire la diversité génétique, c'est fonction de la population. Or j'ai essayé de vous montrer ici sur cette petite représentation que la population était relativement éparse, et donc génétiquement très peu variée, que c'était des petits groupes qui se reproduisaient entre eux, et donc un appauvrissement génétique. Deuxièmement, il semblerait, alors tout ça, hein, entre guillemets, mais je vous donne ce que j'ai pu lire, il semblerait aussi que la fécondité n'était pas très bonne chez les Néandertaliens. Voilà. Donc, éteinte de la lignée frère, dommage, hein, on aurait une autre espèce parmi nous, ça serait bien. Mais enfin, certains d'entre nous portent déjà les gènes souvenirs de ces hommes, hein, 2% c'est pas mal, et ils disparaissent là, par là, vers 30 000 ans, d'accord. Et alors, il y a un grand anthropologue, professeur au Collège de France, Pascal Pic, qui parle des caractères néandertaliens en disant que c'était des gens à la peau claire et roux, et donc tous ceux que vous croisez qui sont roux, ils ont peut-être plus de pourcentage de néandertaliens que les autres, et donc regardez-les d'un air un petit peu sympathique, parce que c'est les survivants de peut-être, enfin, ils portent un peu comme nous, mais d'une manière un peu plus visible, le souvenir de ces hommes. Voilà. Donc, nos néandertaliens, ils sont donc ici à peu près à partir de 300 000, et ainsi de suite, pré-néandertalien, néandertalien, enfin bref. Là encore, le problème de l'hypothèse d'Heidelbergensis est encore difficile à gérer. Bref, aux alentours de cette date-là, ils se sont mis, comme je l'ai montré précédemment, ils se sont mis à migrer jusqu'à vers l'Est, hein, en direction de l'Oural, puisqu'on les retrouvera avec les Denisoviens. Voilà. Et évidemment, au Proche-Orient. Ils vont disparaître au Proche-Orient vers 40 000, 30 000, 40 000 ans, et les derniers
en Espagne vers 30 000 ans, ne seront plus là. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant pour les Homo sapiens? Alors, j'ai fait petite boule ici pour montrer que les Homo sapiens, toujours issus d'Afrique, parce que, héritiers de Heidelbergensis, une partie des Heidelbergensis et de Ergaster, ils sont là. C'est donc des gens qui sont encore, non pas comme les Néandertaliens habitués à la glaciation, puisque, je vous rappelle, on est en époque de glaciation, dite d'usure, enfin c'est pas très important. Et ici, donc, ils occupent l'espace. Que va-t-il se passer après? Eh bien, vers 50 000, il semble se produire quelque chose chez les sapiens. Ils commencent à se déplacer sur une bande au niveau de la latitude, qui part plutôt vers l'est, mais qui a tendance à remonter. Et ceci est peut-être dû à ce qu'on appelle une période interglaciaire, c'est-à-dire entre 50 000 et 30 000, on est dans une phase interglaciaire, et donc peut-être que ça va provoquer le départ de ces sapiens du Proche-Orient, puisque les températures devenant plus clémentes, l'espace leur est plus familier, parce que n'oublions pas que ce sont des Africains qui viennent d'un pays quasiment tropical. Et donc, ce sont des gens de la chaleur. Donc, ils vont remonter en plusieurs vagues. Alors, je vais vous montrer une petite simulation qui vous montre un peu une première vague qui diffuse, en gros, vers, on va dire, 42 000, 40 000, 42 000, non, pardon, 48 000, et qui va passer par la Bulgarie, par une des dernières trouvailles du site de Bako-Kiro, je crois on dit, c'est des restants de sapiens qui datent à peu près de 47 000. C'est encore Jean-Jacques Hublin qui est à l'origine de cette recherche. Et ils vont s'en aller donc à partir de 47 000 vers l'Europe. Il semblerait, d'après les sites dont on dispose, que cette vague n'aboutisse pas. C'est-à-dire, en gros, elle va peut-être, pour des raisons de détérioration climatique, puisque on arrive dans une phase un peu plus froide de glaciation, toujours est-il que ça n'aboutit pas. Donc cette phase, la première diffusion, ne marche pas. Bon, il faut attendre encore 5000 ans pour de nouveau une vague qui part et qui cette fois va réussir à franchir l'espace d'une manière beaucoup plus puissante, si j'ose dire, et surtout qui va rencontrer les Néandertaliens, et les Néandertaliens vont disparaître. C'est ce qu'on va appeler le remplacement des Néandertaliens. Alors, avant ce remplacement, si vous regardez à peu près les dates, entre ils apparaissent en gros vers 42 000, et les Néandertaliens vont disparaître vers 35 000, 30 000. D'accord ? Donc il va y avoir une période de temps pendant lesquelles ils vont se rencontrer. Et beaucoup d'archéologues pensent qu'il y a eu une interaction entre les Néandertaliens et comment on peut dire, les sapiens d'origine africaine, qu'il y a eu des croisements, on peut dire ça comme ça, et aussi des échanges techniques de diffusion. Un archéologue
montre que, un paléanthropologue montre que, par exemple, les sapiens avaient l'habitude de faire des colliers, des décorations avec des dents d'ours de caverne, d'animaux dangereux. Donc en les perçant et puis en se les mettant sûrement autour du cou, on en a retrouvé dans les sépultures. Eh bien, on s'aperçoit que ça, bon, donc, origine ici, disons le Proche-Orient, et il se trouve que quelques années plus tard, enfin quelques années, quelques millénaires, et à distance raisonnable, les Néandertaliens se mettent à faire la même chose. Alors, évidemment, on va dire que les Néandertaliens ont copié. Non, simplement, il y a peut-être eu des échanges qui ont permis de valoriser l'objet collier de crocs, de griffes, et ainsi de suite. Et donc, les Néandertaliens ont pris cette pratique pour eux. Voilà. Donc, voilà, la diffusion continue. Hein, vous voyez, j'ai fait jouer un petit peu l'animation. Et qu'est-ce qui se passe? Évidemment, cette vague, eh bien, elle va continuer. Elle va continuer. Et par contre, les Néandertaliens, eux, vont disparaître. Stop.